journée. Ravi donc de vous retrouver pour partager avec vous les actualités matinales. Dans l'actualité judiciaire, l'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Compaoré. Les enquêtes menées par le tribunal de grande instance Ouaga 2 ont permis l'interpellation du présumé auteur des faits. Le suspect n'est tout autre qu'un membre de la famille. Il serait passé aux aveux après son audition. Et puis nous serons dans la commune de Komsilga, précisément à Rakissé, où se tient la fête de la fécondité, une célébration organisée par la guérisseuse Adia de Komsilga en l'honneur de 804 bébés nés en 2025, grâce donc au traitement qu'elle aurait prodigué. Et puis nous recevons ce matin Nicolas Zemané, enseignant à l'université Norbert Zongo de Koutougou, consultant indépendant, spécialiste en sciences administratives. Avec lui, nous reviendrons sur le nouveau gouvernement Rim Talba, sa nouvelle composition, ses dénominations nouvelles, la diffusion d'anciens ministères et des concepts nouveaux qui sont apparus. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Sud-Est Matinal Info. Le jubilé d'or du barreau burkinabé se précise. Dans cette dynamique, le bâtonnier Maître Batibié Benao, accompagné d'une délégation de l'Ordre des avocats, a rendu une visite de courtoisie et de travail au Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au cœur des échanges, l'état d'avancement des préparatifs de cette célébration prévue du 26 au 31 janvier prochain sous le haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs activités sont annoncées. Écoutons les précisions du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre afin de non seulement lui rendre une visite de courtoisie, parce que vous savez que c'est le début de l'année, qui est marqué en même temps par les 50 ans de l'avocat burkinabé. Il y a de cela 50 ans, précisément le 29 décembre 1975, que Maître Frédéric Titenga Passéré et Bernardin Dabiré prêtaient serment pour exercer la profession d'avocat, étant ainsi les tout premiers burkinabés à exercer cette profession, parce qu'avant eux, c'était des Français qui étaient là, qui exerçaient la profession d'avocat. Et nous avons pensé que 50 ans après, il nous appartient en tant qu'héritiers de faire le point de d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Parce que si on ne s'interroge pas de façon introspective, de façon rétrospective, mais aussi de façon prospective sur la profession d'avocat au Burkina Faso et globalement sur la justice, nous ne ferons pas forcément le travail que l'on a en droit d'attendre de nous. Et donc, dans ce cadre-là, il est prévu du 26 au 31 janvier prochain, toute une semaine d'activité entrant dans le cadre de la célébration de ces 50 ans de l'avocat burkinabé, avec des activités diverses qui vont du social au juridique, de l'intellectuel au culturel. Et il était important que nous puissions faire le point à son Excellence Monsieur le Premier ministre, puisque ces activités sont placées sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, qui a bien voulu déléguer justement donc à Monsieur le Premier ministre le patronage de cette activité. Nous sommes venus nous faire le point, faire part de nos préoccupations, demander ses conseils afin que nous puissions mener au mieux ces activités-là pour le bonheur non seulement de la justice et du peuple burkinabé tout entier. Toujours dans l'actualité judiciaire, le tribunal de grande instance Ouaga 2 a annoncé l'interpellation du présumé auteur de l'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Compaoré. Le corps sans vie de la victime avait été découvert le 10 janvier dernier à son domicile. Selon le procureur, le suspect âgé de 26 ans a reconnu les faits lors de son interrogatoire. Les enquêtes révèlent également qu'il s'agit d'un parent éloigné de la victime. Tous les détails avec Amadine Cabri. 3 jours après le meurtre de Viviane Compaoré, ancienne ministre et députée du Burkina Faso, la justice burkinabé a mis la main sur le présumé forfaiteur. L'information a été donnée ce lundi 19 janvier 2026 par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 2, Lafana Prosper Tombiano, au cours d'un point de presse. Il s'agit de Wenpanga Yannick Bougman, un proche de la victime, employé de Comex et âgé de 26 ans. Le commissariat de police de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou a procédé à l'interpellation d'un suspect le 13 janvier 2026 à la gare de la société de transport Aérona et Frères Staff de Gounguin à Ouagadougou.
L'individu qui se nomme Bougouma Wenpanga Yannick est employé de commerce sans domicile fixe et âgé de 26 ans. Au cours des constatations effectuées le 10 janvier 2026, les enquêteurs avaient noté la disparition de certains objets de valeur appartenant à la victime, ainsi que la présence de 2 petits couteaux, armes du crime. Les investigations qui ont mobilisé toutes les forces de police judiciaire et technique ont comporté les auditions de témoins membres de la famille de la défunte, une autopsie du corps et autres actes d'enquête. Les recherches ont permis de localiser le suspect à la gare Staff de Gounguin, où il a été interpellé par la brigade de recherche du commissariat de police de l'arrondissement 12. Le prévenu, qui était sous l'emprise de stupéfiants au moment de son arrestation, n'était pas à mesure de se prononcer. Il aurait fallu donc quelques jours après, avant de passer à un interrogatoire. Le mis en cause aurait reconnu les faits, toujours selon la déclaration du procureur. Une déclaration qui oriente désormais l'enquête vers un crime à caractère personnel, même si le parquet souligne que toutes les circonstances exactes restent à être établies. Il est à préciser qu'au moment de son interpellation, le mis en cause était sous l'emprise manifeste de stupéfiants. Il a donc été mis en observation pendant 3 jours jusqu'à dégrisement. Quand il a retrouvé sa lucidité, les enquêteurs ont procédé à son interrogatoire. Interrogé sur les faits liés à l'assassinat de Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, le suspect a été dubitatif dans un premier temps avant de passer aux aveux. Il est à noter que le père de Bougouma Wenpanga Yannick est le neveu de la victime, en ce que la grand-mère paternelle du suspect est sa sœur utérine. Il affirme avoir des conflits avec la famille de la défunte depuis son enfance. Le procureur a par ailleurs rassuré l'opinion publique quant à la suite de la procédure judiciaire. Il interpelle la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de mettre toute la lumière sur cette affaire. C'est le lieu de saluer l'engagement et la détermination des enquêteurs à mettre toute la lumière dans cet assassinat odieux. Nous saluons également la franche collaboration de nos populations qui œuvrent inlassablement aux côtés de la police nationale pour combattre l'insécurité urbaine. L'enquête poursuit son cours pour déterminer l'ensemble des personnes impliquées dans cette affaire tragique. En attendant, le prévenu demeure à la disposition de la justice. Direction Rakissé dans la commune de Komsilga pour célébrer la fécondité, une tradition perpétuée par la guérisseuse Adia de Komsilga en 2025. Ce sont 804 naissances qui ont été enregistrées à la suite de traitements suivis auprès d'elle. Et pour marquer l'événement, des dons ont été offerts aux nouvelles mères en signe de soutien et de solidarité. Le compte-rendu est signé Alexis Belemnaba. De renaissance traditionnelle, la guérisseuse traditionnelle Amsetou Nikiema, connue sous le nom de Adja de Komsilga, a offert des vivres aux femmes qui sont devenues mères pour la première fois. Pour la seule année 2025, ce sont 804 bébés qui sont nés suite à des traitements suivis par des femmes auprès de la guérisseuse à travers un mécanisme de traitement qui allie prière et pratique naturelle. Pour la célébration de cette fête de la fécondité dénommée Fête des bébés, ce sont 10 tonnes de riz appuyées par des nattes, des baignoires, entre autres, qui ont été données à ces femmes. Ces actions caritatives visent à célébrer la vie, apporter de l'espoir et la solidarité, soulageant ainsi les besoins matériels des mères et des familles en situation de vulnérabilité. Quand on prie et puis Dieu a donné, on doit choisir une jour qui doit être inoubliable pour remercier Dieu et faire des baptêmes des enfants. Parce que quand on fait naître un enfant, tu dois faire les baptêmes, tu ne dois pas le laisser comme ça. J'ai accepté 10 tonnes de riz, j'ai tué 30 bœufs et j'ai accepté les béoins, ça vaut 600 ou bien c'est combien de béoins, avec les nattes et avec les cousses, tout ça. C'est pour donner à les femmes de ma part que je les aime vraiment bien, que je les soutiens bien, que je suis très contente de leur patience et de leur croyance auprès de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Cette fête de la fécondité dénommée Fête des bébés n'est pas une première. Elle est à sa 7e fois de façon consécutive, plus précisément dans le village de Rakissé, dans la commune de Komsilga. Antarest Batiana, président de la délégation spéciale de la dite commune, a salué cette initiative jugée d'un symbole fort qui honore sa commune. Nous sommes ravis de savoir que la promotrice partage et partage toujours. Nous l'avons dit, là où les autres comptent, elle ne fait que partager. Et c'est avec fierté
que nous acceptons, nous accueillons vraiment cet événement qui donne une certaine visibilité à notre commune et qui fait honneur également à la commune de Komsilga. Un symbole de cohésion, un symbole de solidarité et un symbole de partage. Naba Kango, chef coutumier de Zaktouli, co-parrain de cette cérémonie, dit être honoré d'accompagner ce projet qui célèbre non seulement la réjouissance populaire, mais aussi contribue à sauver des couples en quête de progéniture. Près de 800 femmes sont ici pour témoigner de leur amour pour avoir eu un enfant dans leur foyer. Et en tout cas, nous tenons à remercier les braves femmes aussi qui ont bravé le vent et le froid pour être là aussi pour accompagner le projet. Et nous saluons naturellement la promotrice qui, au quotidien, est avec les femmes ici, les conseille, les accompagne jusqu'à l'aboutissement de leur projet, à savoir enfanter. Et aujourd'hui, c'est la restitution, c'est un jour mémorable pour nous de les accompagner aujourd'hui. Et nous tenons donc à saluer les uns et les autres qui ont fait les déplacements pour honorer ce rendez-vous aujourd'hui ici. Cette cérémonie de don de vivres est greffée à 2 activités sportives, une course cycliste féminine et la finale d'un tournoi de football pour faire honneur aux mamans et aux jeunes. Toutes ces compétitions portent la même dénomination, les trophées des bébés. Cette initiative, qui est à sa 5e édition, souligne la promotrice, est un symbole de cohésion sociale, de solidarité et de partage. Revenons maintenant à l'actualité nationale avec les grands sujets qui ont animé le débat du journal du dimanche soir. Il s'agit du dernier remaniement ministériel et de l'adoption de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso. Les invités de Geoffroy Vaha ont partagé leurs analyses et évoqué les impacts de ces réformes sur le terrain. La synthèse donc des échanges, c'est avec Dorothée Bambara. À la volonté des autorités burkinabè, un remaniement ministériel consacrant la réduction du nombre de départements à 22 contre 24 dans le précédent gouvernement avec 4 départs et 2 entrées est intervenu. Le nouveau gouvernement de Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, est également marqué par la fusion et le changement de dénomination de certains départements ministériels. Ces nouvelles reformulations s'inscrivent dans une réorganisation plus large de l'architecture gouvernementale burkinabè. Elles répondent également à un besoin de l'État de repositionner les équipes pour plus d'efficacité face aux défis sécuritaires, selon l'administrateur civil Youssouf Ouattara, invité au JDS. Nous sommes aussi dans une situation de lutte contre le terrorisme qui est aussi dynamique et qui a toutes les implications géopolitiques et géostratégiques qui font que régulièrement, il faut faire cette lecture de ce contexte-là et au fur et à mesure adapter aux circonstances. Je pense que la reformulation qui a été proposée, ce n'est pas sur la base de l'échec, comme il a dit, de ceux qui sont partis, mais je pense que c'est une question de repositionnement des équipes, de recadrage par rapport aux objectifs, de recadrage également par rapport à tout l'environnement qui nous entoure. Sur la question des fusions, notamment celle de l'agriculture, environnement et infrastructure habitat, Youssouf Ouattara qualifie cette restructuration de cohérence d'action, toute chose qui, selon lui, permettra de renforcer les actions gouvernementales. Quand vous prenez le ministère de l'Agriculture, ça veut dire que maintenant on prend l'eau, l'eau devient un instrument stratégique pour servir l'agriculture. Parce que l'eau est un facteur de production qui va être mis vraiment au service de l'agriculture, que ce soit l'agriculture avec petit A au niveau de l'élevage. Si vous prenez au niveau des infrastructures et l'urbanisme, là on a une cohérence d'ensemble parce que le programme budgétaire 092 du ministère, de l'ex-ministère des infrastructures porte justement sur la voirie. Alors que vous savez, la voirie c'est une activité, c'est une matière urbaine. Donc on aura plus ou moins une certaine cohérence au niveau de ce ministère. Les invités du JDS se sont également prononcés sur les dispositions générales, attribution et fonctionnement de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Ces nouveaux textes qui encadrent cette institution historique est salué par le secrétaire général du RISA au regard de son implication dans la communauté. Cependant, le docteur Boukari Nebié propose des alternatives pour mieux guider les actions des garants de la tradition. Mais je fais 10 ans, 15 ans, 20 ans en tant que chef traditionnel. J'ai eu tout le temps de tisser mes relations, d'élaguer mes racines et puis au soir, au matin d'une élection, j'ai dit je ne suis plus chef traditionnel, je démissionne et puis je suis candidat.
Mais il a eu le temps de tisser ses relations. Non? Donc, ce qu'il faut demander ici, c'est qu'il y ait une certaine vertu. Une vertu qui guide l'action des chefs traditionnels et coutumiers. Je pense que s'ils comprennent ça comme ça, eux-mêmes devront savoir que si la valeur qu'ils ont dans la société, on leur reconnaît cette valeur-là, cette place combien énorme dans la société, il y a des choses qui ne vont pas faire. Notons que cette loi a été adoptée par la représentation nationale ce 14 janvier 2025. Elle stipule que désormais aucun chef coutumier ne peut adhérer à un parti politique, à un syndicat ou se présenter à une élection. En outre, cette loi prévoit également des sanctions contre l'autoproclamation. Toujours au chapitre des réformes institutionnelles, la loi portant Faso Boukaoré relative aux mécanismes traditionnels de règlement des différends a également été adoptée. Elle vise à renforcer la justice de proximité et à valoriser les mécanismes endogènes de résolution pacifique des conflits. Dans cette édition, nous vous proposons une présentation de ces mécanismes ainsi que de quelques articles majeurs de la loi. Et c'est avec Serge Bassouli. Adoptée le 14 janvier à l'unanimité par la représentation nationale, la loi Faso Boukaoré n'attend que sa promulgation pour entrer en vigueur. La loi Faso Boukaoré détermine les mécanismes traditionnels de règlement des différends. Elle est un ensemble de textes juridiques qui entend renforcer l'arsenal juridique burkinabé. Faso Boukaoré est constitué de 37 articles répartis dans 8 chapitres qui vont des dispositions générales aux dispositions finales en passant par des principes directeurs de l'institution et de la composition, de la compétence, du fonctionnement et de la procédure, des décisions de l'instance traditionnelle de règlement du différend et des voies de recours. L'article 4, contenu dans le chapitre 2 des principes directeurs, stipule que la procédure devant l'instance traditionnelle de règlement est contradictoire et gratuite, sauf dans le cas où la nature des litiges impose un traitement différent en vue de faciliter la médiation ou conciliation entre les parties. Il indique par ailleurs que devant l'instance traditionnelle de règlement des différends, les parties sont préalablement entendues. L'article 6 stipule que toute personne sans distinction ou exclusion fondée peut soumettre sa cause à l'instance traditionnelle de règlement des différends. En outre, il est dit dans l'article 7 que l'instance traditionnelle de règlement des différends statue en équité suivant les us et coutumes. Selon l'article 8, tout membre de l'instance traditionnelle de règlement des différends peut faire objet de poursuite lorsqu'il se rend coupable d'infraction conformément aux lois en vigueur. C'est pourquoi l'article 9 préconise que tout membre de l'instance traditionnelle de règlement des différends doit incarner les valeurs d'intégrité, de probité et d'impartialité tout en ayant une connaissance approfondie des us et coutumes de la localité. Pour ce qui est de l'institution et de la composition, contenu dans le chapitre 3, l'article 10 stipule qu'il est institué dans le ressort de chaque village et secteur des villes une instance traditionnelle de règlement des différends, sauf dans les cas prévus à l'article 15 alinéa 2 de la présente loi. L'article 11 explique que dans les villages et secteurs des villes, l'instance traditionnelle de règlement des différends se compose d'un président qui est le chef coutumier ou de son représentant et de 2 membres. Pour les localités où il n'existe pas de chef traditionnel ou coutumier, leurs attributions en tant que président de l'instance traditionnelle de règlement des différends sont dévolues aux personnes dont l'autorité est reconnue conformément aux us et coutumes de chaque localité. L'article 30 du chapitre consacré aux décisions fait savoir que les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends bénéficient pour l'exécution des mêmes garanties que les décisions rendues par les juridictions classiques. Il est dit dans l'article 31 que l'État apporte son concours à l'exécution des décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends. L'article 34 dit qu'il est institué une instance de recours chargée de connaître des recours contre les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement du différend des villages et secteurs des villes.
En sport, retour sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Au terme des matchs intenses, ce sont les Lions de la Teranga qui se sont imposés, décrochant ainsi leur deuxième titre continental. Yacine Sawadgo revient sur les temps forts de cette finale. Les Lions de la Teranga l'ont fait, ils l'ont même refait. Face aux Lions de l'Atlas, en finale de la 35e Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Sénégalais sont restés focus sur l'essentiel. Une finale qui était très attendue entre deux pays au sommet de l'Afrique footballistiquement, mais aussi une finale avec beaucoup de faits marquants, tant sur la pelouse que dans les gradins. Erreur d'arbitrage ou pas, c'est une finale qui restera dans l'histoire de la CAN. C'est dans les prolongations que Pape Gueye libère ses joueurs, le staff et tout le peuple sénégalais. Peu avant, les joueurs de Pape Thiaw se sont vus refuser un but pour faute sur Achraf Hakimi. Dans les arrêts des jeux, le Maroc obtient un penalty par l'entremise d'Ibrahim Diaz. Et c'est là que les choses ont dégénéré. Si le sélectionneur national du Sénégal a appelé ses joueurs à rejoindre les vestiaires, le capitaine Sadio Mané les fera sortir. Le jeu reprend et Diaz rate son tir. Les 2 fois 15 minutes de prolongation arrivent à terme et c'est terminé. Le Sénégal s'adjuge la deuxième CAN de son histoire après le sacre en 2021 et au terme d'une soirée complètement folle à Rabat. Pas de deuxième étoile pour les Lions de l'Atlas. Il va falloir forcément attendre la prochaine édition. Et au lendemain de ce sacre sénégalais, les réactions n'ont pas tardé dans les rues de Ouagadougou. Les populations se sont exprimées sur la prestation des joueurs, l'arbitrage et les enseignements à tirer pour les étalons du Burkina Faso. Salimata Kaboul. La victoire du Sénégal face au Maroc, le match fait encore débat dans les rues de Ouagadougou. Entre satisfaction, critique et espoir d'amélioration, chacun donne son avis sur l'arbitrage, le jeu des équipes et l'intensité de la rencontre. Beaucoup ont salué la qualité du jeu et la détermination des deux équipes. Pour eux, le plus important, c'est l'intensité du jeu proposé par les joueurs. Bon, le match d'hier, ce que j'ai retenu, côté Sénégal, côté des joueurs, ils ont joué avec le cœur. Ils ont joué le drapeau sous leurs pieds, le drapeau devant leurs yeux. L'arbitrage, ce n'était pas bon. Les Sénégalais avaient de la détermination. Ils sont venus pour jouer, pour honorer leur pays. C'est ça que nous avons constaté hier. Et quand ça n'allait pas, ils se sont retrouvés et ils ont décidé de jouer. C'est ça qui a valu leur victoire. Je les félicite beaucoup. Ils ont honoré l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique même, tout entière, parce que c'est des combattants. On a vu en eux des combattants. Ce qu'on a pu retenir de cette finale, c'est qu'on a vu côté sénégalais une équipe combattante avec un état d'esprit social. Voilà, c'est ce que nous avons pu. Mais côté arbitrage, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'arbitrage était chaotique. Côté arbitrage, en tout cas, tout le monde voyait que l'arbitrage était en faveur du Maroc. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, bon, les joueurs sénégalais, ils ont été très combatifs. Ils ont vraiment eu le cœur du combat, quoi. Donc, bon, c'est des gens qui ils se battent vraiment pour leur pays. À l'issue de ce match et comparativement avec l'équipe nationale, beaucoup estiment que les étalons du Burkina ont des points à améliorer pour l'avenir. Pour eux, il n'est plus question de tirer des leçons, mais de tourner la page en posant des actions concrètes dans l'espoir de reconstituer une autre équipe encore plus meilleure et compétitive. Bon, les étalons, automatiquement, ils doivent savoir que pour venir jouer, il faut avoir une mentalité très solide. Ils ont vu les joueurs sénégalais, ils ont joué avec la rage et ils ont remporté le prix. Donc les étalons, à partir de ce test, ils doivent commencer à s'entraîner, ils doivent savoir que c'est la mentalité, le courage qu'on peut remporter. Ce que je souhaiterais à l'avenir pour nos étalons, c'est d'abord veiller à ce qu'il y ait une cohésion sociale, non seulement entre les joueurs, mais aussi avec l'entraîneur.
Et maintenant, par rapport, il faut prévoir l'avenir des jeunes, la promotion des jeunes. Bien vrai, nous avons eu une sélection où les gens se sont prouvés par le passé, notamment Issou Dayo, Steve Yago et bien d'autres. Ils ont bien fait, ils ont bien joué, mais nous aimerions qu'à l'avenir, qu'il y ait vraiment une sélection de jeunes par rapport à cela. Au Sénégal, c'est la leadership de Sadio Mané qui m'a fait retenir. Parce qu'une équipe nationale doit avoir genre comme Sadio Mané, qui peut prendre son décision, même sans entraîneur. Entre admiration pour le jeu, critique sur l'arbitrage et souvenir des actions fortes, la finale Maroc-Sénégal restera dans les mémoires. Dans les rues, les citoyens continuent d'en parler, preuve que le football reste un moment de passion et de partage pour tous. Nous entamons à présent la deuxième partie consacrée à l'invité du jour. Le gouvernement Rim Talbat II a consacré à une nouvelle composition du gouvernement avec des dénominations nouvelles, des fusions d'anciens ministères et une réduction du nombre de postes ministériels. Nous allons échanger sur certains concepts nouveaux qui sont apparus et pour ce faire, nous recevons Nicolas Zemané, enseignant à l'université Norbert Zongo de Koutougou. Il est consultant indépendant également et spécialiste en sciences administratives. Nicolas Zemané, bonjour et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Tweet TV. Bonjour Madame Kaboré, heureux d'être là encore une fois de plus. Alors sans tarder, l'ancien ministère de la fonction publique est maintenant ministère des serviteurs du peuple. Que renferme cette dénomination, serviteur du peuple? Merci Madame Kaboré pour la question. Permettez-moi, parce que depuis la nouvelle année, c'est la première fois que je me retrouve sur votre plateau. Okay. Permettez-moi donc de présenter mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs et auditeurs, puisque vous émettez aussi en radio. Voilà, et sur Watt FM, exactement. Et tous mes vœux, bien sûr, de santé et surtout de paix pour notre pays, qui en a tant besoin. Donc, pour revenir à la question que vous posez, et notamment sur la nouvelle dénomination voilà, du ministère jadis en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Le concept serviteur du peuple, en réalité, si vous voulez, ce n'est qu'un simple rétablissement des faits, dans la mesure où, en réalité, c'est la bonne compréhension que l'on devrait avoir du fonctionnaire. Donc le serviteur du peuple renvoie à quoi? Renvoie tout simplement à ce monsieur ou cette dame qui a eu le privilège, bien sûr par des modalités assez bien organisées, de participer à ce qu'on appelle la gestion de la chose commune. Et cette chose commune n'est rien d'autre que l'intérêt général, et l'intérêt général n'est rien d'autre que ce que le peuple attend. Donc par ricochet, tout fonctionnaire est appelé à servir, si vous voulez, tout simplement le peuple, servir sa nation, servir l'intérêt général. Donc ce concept, en réalité, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où j'ai toujours milité dans le sens justement de mes enseignements à ce que les fonctionnaires aient cette conviction de leur rôle de serviteur plutôt que de se voir, comme on le dit vulgairement, souvent même dans des écrits officiels, travailleur du public. Ça n'a aucun sens, le travailleur du public. Le travailleur, c'est le travailleur. Le fonctionnaire, c'est le fonctionnaire, parce qu'il y a un distinguo clair qu'il faut faire à ce niveau. Alors, concrètement parlant, est-ce qu'il y a une plus-value dans cette nouvelle approche nominative? Absolument, il y a une grande plus-value dans la mesure où, déjà, du point de vue symbolique, déjà, ça nous rappelle, en tout cas, comme je l'ai dit une fois de plus, la mission première, le sacerdoce qu'est bien sûr le fonctionnariat, la mission première des agents publics de l'État, et surtout la posture que ces agents publics devraient désormais avoir. C'est vrai, je tiens quand même à préciser, parce que depuis que cette décision a été prise, il y a eu quelques amalgames où certains fonctionnaires se sont sentis un peu diminué entre guillemets, puisque y en a qui vont jusqu'à qualifier le serviteur de serveur. Non, le serviteur n'est ni serveur ni esclave. Le être serviteur de son peuple, être serviteur de sa nation, c'est, je dirais, le plus grand privilège qui puisse être donné à un Burkinabé, à un être humain, c'est-à-dire tout simplement. Parce que le serviteur, c'est avant tout celui qui accepte une mission sans attendre en retour
retour forcément, voilà, c'est-à-dire quelque chose de matériel ou en tout cas voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que je fais le rapprochement avec l'aspect religieux, si vous voulez, les fondements religieux de la notion de serviteur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup qui vous écoutent sont des chrétiens catholiques, mais quand on prend ne serait-ce que le rôle de la Vierge Marie dans tout ce que vous appelez la mission de Jésus, c'est-à-dire son rôle en tant que servante de Dieu, puisqu'elle a accepté cette maternité justement du Fils de Dieu, par cette humilité qu'elle a accepté à être servante de Dieu. Et ce même, si vous voulez, toujours dans la Bible ou même dans le Coran, vous verrez que ce même rôle de serviteur est reconnu à des personnes qui ont une certaine importance à nos yeux. J'ai souvent cité le cas des prêtres, des imams ou des pasteurs, que nous tous nous respectons, mais sans nous demander pourquoi nous les respectons. C'est parce qu'ils se sont voués à une mission, celle bien sûr de conduire l'ensemble bien sûr des fidèles vers quelque chose de grand que nous appelons souvent le paradis, la félicité. Le fonctionnaire est dans cette dynamique. Il est d'ailleurs, si vous voulez, représentatif de ce que le peuple veut, de ce que le peuple voudra et de ce que le peuple attend toujours. Donc c'est pourquoi, pour moi, être un fonctionnaire, c'est un privilège. Et c'est pas pour rien que ce privilège est soit d'abord à la plus haute autorité administrative du pays, qui est le président du Faso. Le Premier ministre et les ministres sont tous des serviteurs du peuple. Donc ce n'est pas une notion dégradante, bien au contraire, c'est une notion très noble. En fait, le concept est noble à mon sens. Donc, vous êtes convaincu réellement que le changement d'appellation ministérielle peut un peu influencer sur les comportements des agents publics? Absolument, ça va le faire. Je le dis précisément pour la simple raison que beaucoup n'étaient pas détachés en réalité de ce rôle de serviteur du peuple. Oui, beaucoup en étaient déjà convaincus. Très certainement, il y en avait aussi qui n'avaient pas encore compris, qui étaient malheureusement, malgré eux, dans une certaine ignorance de leur rôle. Et je dis une fois de plus, le serviteur, c'est le rôle le plus noble que l'on puisse obtenir, que l'on puisse jouer en tant que Burkinabé aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas un esclave. L'esclave ne postule pas à un concours pour y aller. Il ne passe pas des nuits blanches pour déposer ses documents. Non, il le fait parce que ici, il s'agit d'un privilège. Ce n'est pas du tout la même chose. Et j'insiste sur le fait que, au-delà de l'aspect psychologique, ça va avoir un aspect, si vous voulez, je vais dire quoi, ça va un peu générer, en tout cas, au sein des fonctionnaires, au sein de la population, même d'une manière générale, une prise de conscience du rôle réel du fonctionnaire. Et bien entendu, comme je l'ai dit, ça ne change pas fondamentalement les textes, puisque c'était déjà le cas. C'est un rétablissement de ce qui est et de ce qui devrait être de façon apparente. Donc, ça ne me poserait pas de problème aujourd'hui que vous m'appeliez serviteur du peuple. Au contraire, j'en serais très fier. Surtout dans ce contexte où nous sommes en révolution, je pense que... Vous faites bien de citer la révolution. Je voulais justement prendre l'exemple d'un autre changement que nous avons vécu dans notre histoire, un changement d'appellation, notamment en ce qui concerne le Burkina Faso. En 84, nous sommes passés de Haute-Volta à Burkina Faso, qui veut dire le pays des hommes intègres. Cela ne veut pas dire que les voltaïques n'étaient pas intègres. Non, l'appellation Burkina Faso n'a fait que faire ressortir ce que nous sommes réellement. Donc pour moi ici, l'appellation serviteur du peuple fait ressortir ce qu'est le fonctionnaire réellement. Donc ce n'est pas en soi un changement de statut, c'est juste un rappel de ce que le fonctionnaire est censé être. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que l'administration publique burkinabé répond aujourd'hui aux attentes des usagers des Burkinabés? Tant bien que mal, parce qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés, il y a des insuffisances, mais il y a aussi beaucoup, je le sais parce que je les côtoie pratiquement tous les jours, beaucoup de fonctionnaires qui vont au-delà de ce qui même leur est demandé. Si vous prenez ne serait-ce que le monde enseignant, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, je discute souvent avec certains qui réclament même qu'on les appelle souvent aussi VDP parce que c'est des volontaires, malgré l'insécurité. Beaucoup d'enseignants bravent, si vous voulez, les zones dangereuses pour aller assumer leur rôle justement d'éducateurs, les agents de santé. C'est-à-dire il suffit de prendre ne serait-ce que ces deux grands secteurs de notre administration publique pour savoir qu'il y a du travail qui est fait. Et aujourd'hui, quand vous partez dans nos centres de santé, parfois vous êtes étonné de l'accueil. Les choses ont changé, les paradigmes sont en train de s'inverser, pas seulement depuis 3 ans, mais depuis un certain temps.
Et aujourd'hui, il y a cette consolidation qui est là. C'est pourquoi il faut saluer vraiment de tous nos voeux, vraiment que ce genre de réforme continue à être adopté et surtout que ça soit vraiment implémenté. Pour moi, l'administration publique aujourd'hui a un grand défi. Le défi, c'est la réconciliation avec l'usager. Parce qu'il y a toujours cette grande partie des usagers, surtout beaucoup qui ont vécu si vous voulez, des expériences malheureuses au sein de l'administration, qui ont toujours cette mauvaise vision du fonctionnaire. Et justement, savoir aujourd'hui que le fonctionnaire est son serviteur va l'amener peut-être à changer sa donne, c'est-à-dire changer sa manière de voir les choses. Et c'est l'occasion, pour moi c'est ça, c'est l'opportunité pour les fonctionnaires aussi de se saisir de ce changement afin d'adopter une nouvelle posture. Parce que j'ai toujours eu en horreur ces fonctionnaires qui, une fois recrutés, se mettent dans une certaine posture de condescendance vis-à-vis de l'usager. Ce sont des problèmes vraiment au niveau personnel qui croient que parce que je suis fonctionnaire, j'ai une certaine hauteur, je domine l'usager. Bien au contraire, le fonctionnaire qui a bien compris son rôle, c'est que l'usager et lui sont à la limite sur le même pied d'égalité, sinon l'usager est au-dessus de lui. Sinon, avoir cette attitude condescendante n'est rien d'autre que ce que j'aime appeler la perpétuation de l'œuvre coloniale, parce que c'est le fonctionnaire du temps colonial qui se comportait comme ça avec les usagers. Le fonctionnaire d'aujourd'hui doit comprendre qu'il est là pour servir son peuple et non pour l'exploiter. Parallèlement au ministère des serviteurs du peuple, le ministère de la Défense est devenu ministère de la guerre et de la défense patriotique. L'accent est mis sur des concepts forts, la guerre et puis la défense patriotique. Ben oui, c'est la même logique, Ici, c'est contextuel. Comme on le sait, le pays est en guerre depuis un certain temps. Le pays connaît des difficultés et le rôle de l'armée est de plus en plus centré. C'est vraiment l'institution phare en ce moment. Il suffit de regarder le budget qui est alloué pour nettement mieux comprendre. Donc, ce changement de nom est en fait encore une fois de plus qu'une réaffirmation de la mission première d'un État, de tout un État, même en paix. Et n'en parlons même pas un État en guerre, c'est la défense, c'est l'élévation en réalité de la population vers une certaine communauté de vue, ce qui ne peut être fait qu'à travers justement le patriotisme. Voilà, je dis souvent, c'est à travers le patriotisme que vous, Madame Kaboré et moi, nous sommes frères et sœurs. Voilà, sinon Kaboré et Zémané, nous sommes des familles différentes, mais si nous reconnaissons que nous avons une seule patrie, ça veut dire un seul patrimoine commun qui est notre territoire, qui est notre vécu, notre histoire, alors nous allons trouver, si vous voulez, les éléments nécessaires pour aller vers ce qu'on appelle un vivre ensemble. Voilà, parce qu'un État n'est réellement un État que si ce vivre ensemble est réel. Et le patriotisme, le fait de vouloir le défendre, le fait de vouloir en faire une politique publique à part entière, à travers d'abord l'appellation, mais aussi par des actes. Une fois de plus, j'ai dit l'appellation n'envoie pas tellement quelque chose de nouveau, ça ne fait que rappeler ce qui est déjà fait. Parce que vous savez que depuis un certain temps, l'affirmation du patriotisme agissant voilà, est devenue le leitmotiv, en fait, si vous voulez, de toutes les politiques publiques aujourd'hui. Donc, il faudrait nous rappeler à chaque fois que cela est une nécessité pour que nous puissions exister en tant qu'État et que nous puissions exister en tant que Burkinabé, tout simplement. Ok. Il y a aussi la fusion du ministère des Infrastructures et du Désenclavement avec celui de l'Habitat et de l'Urbanisme, donnant naissance donc au ministère de la Construction de la Patrie. Selon vous, qu'est-ce qui a milité à ce regroupement dans une seule entité? Sûrement, c'est des raisons stratégiques. Je pense que nous sommes en train d'évoluer vers, si vous voulez, une forme de rationalisation des ressources publiques et surtout une forme de concentration en réalité des missions vers des objectifs bien précis. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à chaque fois qu'il y a fusion ou scission, c'est toujours pour des choix stratégiques. Donc je pense que les premières autorités de ce pays, notamment le président et son gouvernement, ont sûrement vu en ce changement, c'est-à-dire, si vous voulez, un besoin de s'adapter à leurs objectifs qui se sont fixés, certainement pour les périodes à venir. Donc la construction de la patrie revient ici, comme vous le voyez une fois de plus, ce sont des messages forts, ce sont des symboles forts. Voilà, parce qu'en réalité, c'est quoi la construction de la patrie? La patrie, comme on le sait, c'est un symbole, c'est une abstraction. Mais tout ce qui est construction, prenons les infrastructures, tout ce qui est construction, prenons les infrastructures de base ou bien les infrastructures tout court, ne concourent qu'à l'édification en fait d'une nation forte. Donc pour moi, c'est la fusion ici qu'il faut voir comme une décision stratégique.
Par contre, il y a un petit bémol parce qu'à chaque fois que nous avons vécu ça, des fusions ou des scissions, l'administration s'en est souvent retrouvée un peu déstabilisée. Justement, j'allais en venir surtout sur l'organigramme au niveau déconcentré. Oui, au niveau déconcentré, même au niveau central, parce que c'est d'abord du personnel que nous avons. Donc, ça veut dire que cette fusion fait forcément rentrer, si vous voulez, en ensemble deux types de personnel, voilà, de deux ministères différents. Et les spécialités sont à prendre en compte dans l'ancrage, si vous voulez, institutionnel au niveau des ressources humaines. Donc ça, c'est il y a aussi le profil type. Par exemple, quand on a par exemple besoin d'un directeur régional, comment est-ce que le choix se fera? Non, à ce niveau, ne vous inquiétez pas, parce que là aussi, une fois de plus, ne tombons pas forcément dans du corporatisme, parce que tout agent public qui est de niveau catégorie A peut assumer les fonctions d'un directeur régional. C'est avant tout du management, avant que la technique ne vienne. Et une personne ne dirige jamais seule une entité administrative, il a toujours des techniciens du domaine qui vont l'entourer, si toutefois lui-même il n'est pas du domaine. Et même s'il est du domaine, il est dans l'obligation de se faire entourer si vous voulez, de techniciens. Donc pour moi, à ce niveau, ça ne va pas vraiment poser le problème. Pour moi, le plus grand défi serait de travailler à gérer ce flux plus grand de ressources humaines, faire en sorte qu'il y ait une juste réallocation, en fait, si vous voulez, des ressources humaines, comme vous l'avez si bien dit, aux administrations déconcentrées, aux structures attachées, de sorte à garder l'efficacité recherchée, d'atteindre surtout l'efficacité recherchée par le gouvernement. Et le plus souvent, c'est ce qui traîne. Voilà, c'est pourquoi le ministre en charge de cette nouvelle institution, de ce nouveau ministère, devrait travailler rapidement à mettre en place son administration réduite pour travailler à mettre en place le reste de l'administration. Je pense notamment au secrétaire général. Éventuellement, parce que c'est quand même un gros portefeuille, éventuellement un secrétaire général adjoint. Voilà, qui va lui permettre, bien entendu, de tenir compte du double voire du triple portefeuille qui lui est attribué actuellement. Au-delà de ce ministère-là, en termes de perspective et d'engagement, quelles réformes concrètes vous proposez alors pour accompagner le changement schématique des ministères pour en garantir son efficacité? Bon, dans la même logique, moi c'est surtout au plus haut niveau, le top management. Je le dis, si moi je suis assez, si vous voulez, enthousiaste pour cette réforme, c'est parce que tout simplement j'ai une conviction que le fonctionnaire burkinabé fait partie des plus consciencieux de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus travailleur d'ailleurs, entre guillemets. Je n'aime pas utiliser le terme travailleur, mais c'est le cas. Donc ce que je propose, c'est qu'au niveau ministériel, c'est surtout ça, parce que le premier serviteur, c'est d'abord celui qui est à la tête. Au niveau ministériel, qu'il y ait une certaine consolidation de cette réforme. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons vécu des moments ici où des ministres sont venus négocier des salaires, entre guillemets, avant de prendre fonction. Ça, c'est des choses à bannir. C'est des choses à bannir parce que quand on vous appelle à être ministre, c'est la nation qui vous appelle à être un serviteur. Vous ne pouvez pas venir sous le fallacieux prétexte que vous aviez des avantages et que ces avantages doivent être consolidés par votre nouvelle fonction. La fonction de ministre n'est pas une fonction éternelle, c'est une fonction momentanée et ça doit être un honneur, je dis bien un très grand honneur pour tout citoyen burkinabé appelé à servir au poste ministériel ou à n'importe quel haut poste de la nation. Donc, il ne s'agit pas de venir négocier des émoluments parce qu'une fois de plus, dans aucun pays, excusez-moi du terme, sérieux au monde, vous ne verrez des hauts fonctionnaires venir négocier des contrats quitte à assurer, comme on dira, leur équilibre financier. Non, vous venez parce que vous êtes convaincu que la cause que vous défendez est au-delà de toute attente pécuniaire, toute attente lucrative, et vous l'acceptez comme telle, vous vous soumettez au texte de votre pays. Et c'est à travers justement cette attitude que peut-être par le bas ne pourra que suivre justement ce que nous attendons. Parce qu'une fois de plus, j'aime prendre l'exemple d'Elon Musk aux États-Unis. Vous croyez qu'il aurait réclamé s'il avait été choisi comme ministre? Il a été pendant un temps. Il aurait choisi ce qu'il gagne parce que les États-Unis ne pourront jamais le payer. Ou même le président Trump, tout le monde sait que c'est un milliardaire. Voilà, est-ce que la fonction qu'il occupe lui permet de se rémunérer autant qu'il était, par exemple, dans le monde des affaires? Non, c'est un moment, c'est pourquoi d'ailleurs il ne faut pas appeler n'importe qui à la gestion publique. Généralement, ce sont des personnes qui ont atteint un certain niveau de responsabilité, qui ont fait la preuve dans leur domaine de compétences et qui, quand ils viennent, ce n'est pas tant pour
le côté pécuniaire, encore que ce n'est pas négligent, les avantages d'un ministre, d'un DG ou d'un secrétaire général, ce n'est pas tant pour ça, mais c'est surtout pour mettre son expertise, son savoir-faire, son expérience au service de sa nation. Et pour moi, cela devrait être une fierté pour tous. Donc, à mon sens, il faudrait peut-être bétonner ce texte qui traite des émoluments des ministres et de certaines hautes fonctions pour que les gens ne viennent pas négocier des salaires parce que ça ne sert à rien. Ok, dans ce contexte où nous sommes en révolution, où le patriotisme et l'engagement sont fondamentaux, est-ce qu'on ne devrait pas revoir un peu les critères d'évaluation? Les critères d'évaluation des agents publics? Des agents publics. Non, pas revoir les critères. Les critères d'évaluation des agents publics au Burkina sont parfaits. Je dirais, nous avons peut-être les meilleurs critères d'évaluation. Ce qu'il faut, c'est les implémenter, c'est vraiment les mettre en œuvre. C'est ça, en fait, le problème actuellement. L'évaluation au Burkina pose problème parce que beaucoup d'agents publics ne sont pas en réalité évalués. Déjà, pour être évalué, il faut avoir un contrat d'objectif ou une lettre de mission. Beaucoup d'agents sont assis sans contrat d'objectif. Parce que je sais que les chefs de service sont évalués selon une fiche et même les agents également. Exactement. Voilà. Il y a une fiche d'indication des attentes qui est obligatoire normalement pour chaque agent en début d'année. Et à partir de 6 mois d'activité, vous pouvez faire l'objet d'une évaluation. Sur des critères, comme je l'ai dit, tellement bien ficelés. Il y a des critères objectifs, il y a des critères, si vous voulez, quantitatifs, et il y a des critères qualitatifs. Où il y a d'ailleurs la notion de sacrifice, la notion de patriotisme, le respect du bien public, tous ces éléments-là ressortent dans l'évaluation. Et bien entendu, ce que vous avez réalisé concrètement, c'est-à-dire les objectifs, ont-ils été vraiment atteints? Et ce sont des choses qu'on peut évaluer de façon quantitative. Donc pour moi, la fiche d'évaluation, les critères d'évaluation ne sont pas à remettre en cause, c'est plutôt l'action même d'évaluer, c'est-à-dire la mise en œuvre justement de cette évaluation qui devrait faire l'objet d'un réaménagement. Merci, Monsieur Zemané, d'avoir répondu présent à notre invitation. Souffrez que je vous demande votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est juste encore appeler les fonctionnaires à être honorés, d'être serviteurs, à ne pas se laisser, si vous voulez, dévaloriser par certaines personnes qui, malheureusement, par leur ignorance, ne comprennent pas le sens du mot serviteur et surtout ne comprennent pas le sens du mot peuple. Parce que être dans le peuple, c'est d'abord, c'est aussi un droit, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent aujourd'hui l'appellation, ne sont même pas éligibles à être dans le peuple parce qu'ils sont entre guillemets des citoyens approximatifs qui refusent par exemple de payer des impôts et autres. Donc être un serviteur du peuple pour moi doit être un honneur et j'appelle les fonctionnaires à en être fiers et même à en faire la promotion partout où ils seront. Merci d'avoir élucidé donc tous ces concepts pour nous. L'on retiendra que derrière ces nouvelles dénominations, c'est l'engagement et la responsabilité du citoyen qui sont fondamentaux. Merci bien, exactement, madame. C'est bien ça. Merci et très belle journée à vous. Merci à vous également qui nous avez suivis. Excellente journée, à demain pour un autre numéro du DEJ Matinal Info.